Ces 3 années étaient des années particulières, dans la mesure où la première des priorités pour le ministère et pour le gouvernement était d'opérer un redressement des finances publiques. Vous savez que le Maroc avait, à l'instar d'ailleurs d'autres pays, nous avions subi de plein fouet 2 grands chocs, je dirais même 3. Le premier concerne cette crise économique déclenchée en 2008 qui n'est pas terminée dans la mesure où encore le monde et certaines zones du monde n'ont pas retrouvé leur vigueur d'avant la crise. Le deuxième choc concernait l'augmentation ou la hausse des prix de matières premières. Dieu soit loué, depuis l'année dernière, nous avons constaté une décrue au niveau donc des cours du pétrole notamment et des cours de matières premières. Et le troisième choc, c'était le choc de ce qui est communément appelé printemps arabe et l'ensemble des perturbations sociales vécues par un certain nombre de pays arabes. Malgré ces chocs extrêmement violents, l'économie marocaine a pu résister. Elle a démontré une grande capacité de résilience puisque nous avons continué à enregistrer des taux de croissance relativement appréciables. Je dois dire que depuis d'ailleurs 2000 à 2015, le taux de croissance au Maroc, en moyenne, est de 4,2%. Nous ne sommes pas loin de notre potentiel donc, de croissance. Nous n'avons pas, disons, connu de dégradation importante au niveau donc, de notre économie. Je pense que cela relève d'abord de notre force à travers la diversification donc, de notre économie. Notre économie ne s'appuie pas sur un secteur. Il y a plusieurs secteurs qui bénéficient d'ailleurs de stratégies sectorielles ambitieuses, réussies. Le plan Maroc vert pour l'agriculture, le plan émergence aujourd'hui, accélération industrielle pour l'industrie, le tourisme, etc. Et la diversification aussi de nos partenariats. Donc cette diversification a pu un peu amortir le choc. Mais je dois dire que ceci nous a coûté quand même, puisque depuis le déclenchement de la crise, nous avons opéré une politique volontariste, donc contracyclique, à travers des injections budgétaires énormes, ce qui rendait l'ensemble donc, du cadre macroéconomique quelque peu déséquilibré en enregistrant des déficits importants au niveau du budget, mais aussi au niveau du déficit extérieur. Donc la priorité pour ces 3 dernières années était d'abord rendre l'équilibre à ce cadre macroéconomique, opérer un redressement des finances publiques, réduire les déficits, le déficit budgétaire et le déficit donc, extérieur. Et je dois dire que nous avons réussi, puisque le déficit budgétaire est passé de 7,2% en 2012 à 3,5% cette année, ce qui est une grande avancée. Le déficit extérieur, donc le déficit de la balance des paiements, a reculé de 9,6% en 2012. Au niveau de la croissance, donc 2012, 4,5% de croissance, 2013, 3%, 2014, 4,5%, et cette année, nous enregistrons une croissance de 2%, due malheureusement à une année très mauvaise sur le plan donc, agricole, puisque la récolte céréalière a été divisée par 5, et dû aussi à la faiblesse de la demande extérieure, puisque nos partenaires, notamment au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, n'ont pas retrouvé donc, cette croissance, la croissance souhaitée. Votre point de vue sur cette question, sur le modèle économique du pays Alors le modèle économique, je parlerai plus de modèle de croissance, parce que chaque concept a sa propre définition. Notre modèle de croissance, effectivement, a atteint ses limites. Ça, c'est de l'avis de tous les experts, et même des politiques, et bien sûr des gens de l'art. Ce modèle de croissance était basé jusque-là sur l'encouragement de la demande, de la politique de la demande, avec ses 2 volets, consommation des ménages et investissement public. C'est ce qui a fait d'ailleurs, entre parenthèses, ces dérapages au niveau du budget. Cette politique n'est plus aujourd'hui soutenable. Un pays qui aspire, et notre pays aspire, à intégrer le concert des pays émergents se doit
de donner une part beaucoup plus importante au niveau de la politique de l'offre, à travers l'encouragement de l'industrie, l'encouragement des activités exportatrices. Chose que nous avons entrepris grâce à un plan d'accélération industrielle qui, justement, toute sa philosophie et ses objectifs consistent à relever la part du secteur industriel de 14% du PIB en 2015 à 21% en 2021, à travers une approche extrêmement novatrice, puisque c'est une approche par écosystème qui s'appuie sur les points forts de notre pays et ses avantages comparatifs, et en visant bien sûr les métiers, ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc de demain. C'est une politique qui a bien sûr commencé avec Émergence 1 et Émergence 2, mais nous avons, à travers le plan d'accélération industrielle, accéléré ce mouvement. Et à aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine d'écosystèmes déjà signés. Ça va des mines autour de l'OCP, aux textiles, aux IMME, enfin les industries métallurgiques, au BTP. Mais deux écosystèmes bénéficient d'une attention, j'allais dire, particulière. Le premier concerne l'écosystème locomotive qui est l'automobile. Donc à travers la signature de deux grands contrats avec Peugeot pour 200 000 véhicules et 200 000 moteurs à Kenitra, et également avec Renault pour le renforcement d'outsourcing donc de Renault au Maroc pour $1 milliard par an. Et le plus récent, c'est ce qui a été signé devant Sa Majesté à Tanger hier, c'est ce grand partenariat avec le leader mondial de l'aéronautique qui est Boeing pour installer plus de 120 000 sous-traitants au Maroc, créer plus de 8 700 emplois et aussi passer des commandes, enfin améliorer les exportations du Maroc du secteur de l'aéronautique de plus d'$1 milliard par an. C'est cette démarche et l'ensemble, encore une fois, des contrats signés pour le secteur industriel, parce que le plan d'accélération industrielle vise bien sûr de gagner des points de PIB et d'améliorer notre croissance, mais aussi de pouvoir créer des emplois. Et l'objectif est de créer pratiquement 500 000 emplois à l'horizon 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 420 000 emplois déjà signés sur le papier. Et bien entendu, il faut attendre que les investissements se réalisent. Ils vont se réaliser. Et pour cela, nous avons mis en place, et c'est exceptionnel, un fonds de développement industriel doté de pratiquement 3 milliards de dirhams par an pour aider à mettre en œuvre et à concrétiser cette politique industrielle. Donc ce modèle économique va, par la force des choses, changer et être enrichi par ce volet, bien sûr, de l'industrie. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs ne continueront pas à bénéficier de la même intention. Je parle du secteur primaire, notamment le plan Maroc Vert, qui a réalisé des résultats extrêmement importants. Tout à l'heure, quand je vous parlais de cette année, donc une année de sécheresse extrême, et que notre PIB, enfin notre croissance, disons qu'il va être enregistré de 2%, il faut dire que nous avons élaboré la loi de finances en cours d'exécution autour d'une croissance de 3%, c'est-à-dire nous avons perdu 1 point malgré cette sécheresse extrême. Ceci est dû justement à l'amélioration et la diversification de la valeur ajoutée agricole. Si les céréales ont subi un grand choc, mais les autres filières permises et encouragées par le plan Maroc Vert, telles que l'élevage, telles que l'arboriculture, telles que les cultures intensives sucères, continuent à se développer et à apporter plus de solidité et d'autonomisation donc de l'économie par rapport aux aléas climatiques. Quand on fait de la politique, il peut y avoir une tentation. Et cette tentation existe à travers le monde de dérives parfois populistes. Dérives populistes, ça veut dire faire ce que les gens ont envie qu'on fasse. C'est-à-dire les rendre satisfaits quelque part. Or, satisfaire tout le monde, ça veut dire dépenser plus. Dépenser plus, ça veut dire mettre en péril l'équilibre du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, il y a pratiquement un consensus mondial pour dire que les finances publiques doivent être gérées en obéissant à un cadre, j'allais dire raisonnable, en matière des déficits
Parce que qui dit déficit budgétaire dit endettement. Qui dit endettement dit que demain, ce sont les générations futures qui vont payer la facture. Quand j'ai parlé de cette décorrélation entre le désir politique, mais ce que, en tant que responsable, nous devons, disons, assumer au niveau des finances publiques, je parlais de cela justement pour que cet effort qui a été fait pendant ces 3 dernières années de redressement du cadre macroéconomique, d'assainissement des finances publiques, de réduction donc, des déficits pour que ce soit des déficits soutenables, mais en même temps garder un œil sur la nécessité de la relance économique et la création de l'emploi. C'est cet équilibre qui doit, disons, ne plus être soumis aux aléas idéologiques que la politique peut parfois dicter. Alors je n'ai pas vu tous les programmes politiques, tous les programmes électoraux des autres partis. Je peux vous parler du programme du RINI, qui est un programme électoral global. Il y a bien sûr un volet économique. Ce programme, nous l'avons partagé avec le monde des affaires, nous l'avons partagé bien sûr en interne au niveau du parti. Et cette année, nous avons essayé d'être un peu novateurs, de ne plus, dans un programme, mettre des mesures pêle-mêle. Parfois, on se demande même, peut-être même l'utilité, ou parfois sans faire attention au coût que ça va générer, et cette, j'allais dire, surenchère, cette course vers un programme le plus joli, le plus dense, le plus complet, qui fait que parfois, effectivement, l'électeur peut se perdre. Donc, nous avons essayé d'avoir un programme simple pour dire quels sont les besoins et les priorités du moment. Et je pense que les priorités du moment qui interpellent et qui préoccupent les Marocains, les ménages, c'est d'abord l'école, ensuite la santé, ensuite l'emploi, ensuite les jeunes, et ensuite la cohésion ou la solidarité. Et nous avons bâti le programme autour de ces 5 axes en apportant un peu de valeur ajoutée et des idées qui émanent de notre expérience et de notre expertise et de notre, disons, connaissance des dossiers, puisque le RNI a géré plusieurs départements par le passé. Donc, de ce fait, il possède une expérience appréciable dans la gestion de la chose publique. Donc, c'est un programme au niveau de sa lisibilité que nous avons voulu qu'il soit, disons, plus simple à lire. Et aujourd'hui, je pense que si la période passée, enfin de ce mandat qui se termine, était une période chargée, parce qu'il fallait appliquer, élaborer l'ensemble des textes et des lois organiques qui découlent de la nouvelle constitution, parce qu'il fallait également, sur le plan politique, gérer l'exécution de la nouvelle constitution, son application, parce qu'il fallait aussi s'attaquer à ce cadre macroéconomique. Je pense que la période qui va venir doit absolument s'atteler à avoir une mobilisation autour de ces 5 axes, parce que ces 5 axes règlent les problèmes de beaucoup de Marocains qui ne souffrent pas aujourd'hui, j'allais dire, de problèmes de chômage, qui ne souffrent pas de du discrédit aujourd'hui malheureux de l'école publique marocaine, qui ne souffrent pas des problèmes aujourd'hui d'accès aux soins et de l'accès au niveau des hôpitaux, qui ne souffrent pas aujourd'hui au niveau des jeunes de cette oisiveté qui peut être, où ils peuvent être, j'allais dire, comment dirais-je, victimes, soit d'une extrême, disons, d'un extrême à l'autre, soit de la drogue vers l'endoctrinement ou des idées parfois obscurantistes. Je pense que c'est un programme encore qui est au cœur des préoccupations des Marocains, qui est au cœur des préoccupations des citoyens, et que je pense l'électeur fera à travers la différenciation que nous avons voulu donner à ce programme, mais aussi à travers la qualité de nos candidats et la notoriété de ce parti, fera un bon choix en choisissant de voter RNI. Présenter à ces élections-là, ou avez-vous déjà l'intention de vous présenter à ces élections-là et de concourir au scrutin? J'avais l'intention effectivement de le faire, ça n'a pas été fait. Mais pour quelle raison? Bon, ça n'a pas été fait, c'est tout. Non, aujourd'hui j'estime que c'est un devoir honnêtement, c'est un devoir de descendre dans l'arène
et de mener le combat sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça, c'est aujourd'hui un devoir. Et je pense, et je m'adresse à travers vous à tous les Marocains, jadis la politique répugnait quelque part, ou n'avait pas forcément l'intérêt qu'elle devait avoir. Aujourd'hui je dis que la politique est nécessaire, et que le choix qui doit être porté avec conviction. C'est pour cela que j'appelle l'ensemble des Marocains d'abord d'aller voter, parce que s'ils ne votent pas, de toute manière, ces élections vont se faire, et d'autres vont choisir à leur place. Ils peuvent faire le mauvais choix. Et pour avoir la possibilité de revoter, il faut attendre 5 ans. Donc j'appelle tous les Marocains, par devoir de citoyenneté, d'aller voter, de faire leur choix. Et aujourd'hui, je pense que à travers aussi, bien sûr, l'ambiance politique globale, mais à travers aussi les réseaux sociaux, les médias, il y a un intérêt de plus grandissant de la part des Marocains et des citoyens envers la politique. Donc la politique est devenue nécessaire. Et l'engagement politique est nécessaire. Cet engagement franc pour un choix de société, pour des choix, j'allais dire, de tous les jours. Les Marocains savent déjà que la politique, de toute manière, qu'ils le veulent ou non, influence leur quotidien, influence leur mode de vie et influence leur avenir. C'est le fruit d'une longue réflexion qui vous a accompagné durant de longues années et qui vous pousse aujourd'hui à vouloir... Je fais partie du RNI depuis 12 ans, hein, je ne suis pas récent. J'étais dans des gouvernements passés. C'est vrai qu'il y avait une parenthèse en tant qu'agent d'autorité, enfin en tant que Wali, qui était d'ailleurs une très très grande expérience. Wali vous donne vraiment la vraie connaissance du territoire et des gens. Et c'était un grand plaisir, un grand honneur d'assumer ces fonctions. Pourquoi aujourd'hui, s'il y a cette prise de conscience de descendre, d'aller au combat? Parce que notre société aujourd'hui, notre pays, après la nouvelle constitution, après cette compétition aujourd'hui politique, et cette compétition assez rude, assez dure, se dégagent des courants. Et moi je dis que il faut absolument qu'on affiche sa volonté et ses choix. Je pense que le choix de notre société équilibrée, où il fait bon vivre, où il y a l'acceptation de l'autre, une société ouverte, doit primer. Malheureusement, peut-être d'autres voix ne voient pas forcément, ou d'autres regards ou d'autres options ne versent pas toujours forcément dans le même sens. Et le risque aujourd'hui, je le dis haut et fort, le risque parfois de sectarisme et de stigmatisation ne vont pas dans le sens souhaité pour notre pays. Donc c'est pour cela que et je fais partie de cette partie du Maroc qui dit haut et fort que nous devons absolument sauvegarder ce que nous avons du plus précieux, c'est le vivre ensemble, c'est cette liberté où dans notre pays, des choix individuels peuvent être faits. Bien entendu, tout ça sous la coupe d'une constitution, des lois et des règlements que nous avons choisis, et qu'on ne peut pas être prisonnier ou être sous tutelle de quiconque ou de qui que ce soit. Donc c'est ce combat-là qui me donne la force pour aller de l'avant et me battre pour ces idées. Quel ministère pourrez-vous éventuellement choisir? Quel ministère vous intéresserait? C'est une question prématurée. Quand on est, parce qu'avant d'être ministre, je suis un ministre. Les choses ne se font pas comme ça. Oui. Vous savez, tout à l'heure vous avez parlé de mes fonctions précédentes. Moi, je me mets à la disposition je le dis, c'est pas une boutade, à la disposition de mon pays. Les choses ne se font pas de cette manière. Mais je pense que là où on est, il faudrait garder toujours le même esprit, la même volonté, le même sens de responsabilité et la hargne de donner le meilleur de soi-même et de pouvoir accomplir sa tâche et sa mission et s'accomplir par la même occasion.